Bonjour à tous, Franck Pucciarelli, CRI, Comité révolutionnaire international. Donc, je fais cette vidéo pour revenir sur deux événements majeurs survenus ces dernières semaines en Libye, à savoir le 11 septembre dernier, la prise par le général Hafter du croissant pétrolier et l'engagement de Misrata le 14 mai à la libération de la ville de Sirte. Bien évidemment, ces deux événements sont intrinsèquement liés et je vais vous en faire la démonstration dans cette vidéo. Concernant la libération de la ville de Sirte, au mois de mars, que ce soit les autorités de Tobruk, mais aussi le GNA, sont vivement intéressés pour libérer la ville de Sirte des mains des membres de l'État islamique. La question qui se pose à cette époque est de savoir qui du GNA ou du gouvernement de Tobruk s'engagera à la libération de ces villes. Et pour preuve, le général Hafter, en mars dernier, déploie plusieurs bataillons à 250 km à l'est de Sirte. Parmi ces bataillons, il y a des anciens militaires de la Jamaria arabe libyenne, mais aussi des membres des tribus du Sud, qui sont restés fidèles à l'héritage de Muammar Kadhafi, et ces derniers s'engagent aux côtés de Hafter, puisqu'ils y voient tout un symbole pour libérer la ville de naissance de feu Muammar Kadhafi. Le GNA sollicite les milices de Misrata, mais aussi les gardes pétroliers qui viennent de reconnaître la légitimité de ce gouvernement voulu par les instances onusiennes. Misrata n'étant pas très motivé à s'engager à la libération de Sirte, puisque ces derniers ne disposant pas d'aviation, savait qu'en s'engageant à Sirte, sans un appui aérien, il subirait des pertes très importantes. D'où le fait que les Anglais et les Américains proposent d'aider Misrata en déployant notamment des forces spéciales au sol, mais aussi d'entreprendre les bombardements, choses qui se sont avérées exactes dans les faits, puisqu'il y a eu une centaine de frappes sur des positions de Daesh à Sirte, et ces chiffres émanent du Pentagone. Donc le général Hafter, ayant positionné ses troupes, à la surprise générale, ne donnera jamais l'ordre à ses troupes de libérer la ville de Sirte. Ce qui a eu pour effet notamment que les membres des tribus du Sud, mais aussi les anciens militaires de la Jamaria arabe libyenne, se désolidarisent du général Hafter. C'est donc Misrata qui a le privilège de pouvoir libérer la ville de Sirte. Je dis bien le privilège, puisque au travers de cette bataille de Sirte, de cette libération de Sirte, Misrata espère asseoir un peu plus son autorité politique eue à l'égard de la communauté internationale. Misrata s'engage sur une bataille qui n'est pas encore terminée au moment où je vous parle. 4 mois et demi pour une milice très bien armée, très bien formée, disposant du soutien des Américains, d'une assistance aérienne. Sirte, un peu moins de 1500 combattants, une ville dépeuplée, Misrata justifiant le fait que cette prise de Sirte perdure dans le temps de manière à préserver les populations locales. Or, Sirte, en 2011, c'était 120 000 habitants. En janvier 2015, nous étions à 12 000 habitants. Et entre le mois de mars, entre le mois de mars et le mois d'avril, il y avait à peu près par jour plus de 50 familles qui quittaient Sirte,
puisque ces derniers savaient qu'une offensive allait avoir lieu. Donc il ne reste plus d'habitants à Syrte depuis avant le déclenchement des hostilités. Donc ce prétexte fallacieux des milices de Misrata pour justifier le fait que cette bataille perdure. Si on fait un parallèle avec la prise de Syrte en 2011, où il y avait la population qui défendait cette ville symbole de Muammar Kadhafi, cette ville est tombée en un mois, face à eux des milices à l'époque très peu formées. Donc nous ne comprenons pas comment Misrata peine à libérer cette ville, tout en sachant que l'eau et l'électricité au départ des hostilités a été coupée. Alors je tiens à vous donner une petite information, c'est que par erreur, les Américains ont largué de la nourriture et des munitions dans des zones tenues par l'État islamique à Syrte. On ne comprend pas l'objet de ces parachutages, puisqu'il n'y a jamais eu de troupes ou d'éléments de Misrata qui étaient enclavés dans des zones qui permettaient le largage de ces munitions et de cette nourriture. Quoi qu'il en soit, ces bienfaits tombés du ciel permettent à Daesh de pouvoir tenir un petit peu plus par rapport à la situation actuelle. Donc Misrata pensait bénéficier des bienfaits de cette quasi-libération de Syrte. Malheureusement, cette victoire a été occultée par la prise du croissant pétrolier le 11 septembre dernier, à la surprise générale, nous dit-on, du général Haftar. Il faut voir à travers ces événements un piège tendu par les Américains et par les Anglais aux milices de Misrata. En effet, le but des Américains et des Anglais était de permettre à Haftar de pouvoir prendre le croissant pétrolier sans que Misrata soit en mesure de répliquer et de mener une contre-offensive à l'encontre des forces du général Haftar. Et pour cause, Misrata a perdu plus de 500 membres de leur milice, à peu près, et aujourd'hui estimé 3500 blessés. Donc il faudra plusieurs mois aux milices de Misrata pour pouvoir mener une contre-offensive efficace de manière à déloger le général Haftar. Alors me direz-vous, quel est l'objectif et le but des Américains et des Anglais? C'est très simple. Le GNA, le milice de Misrata, ont prénégocié l'obtention de contrats pétroliers à la Turquie, au Qatar, mais aussi à Israël via des sociétés écrans, des sociétés offshore. Donc les futurs contrats pétroliers allaient à la faveur de ces trois pays. Les Américains, les Anglais, mais aussi les Français, étant lésés concernant l'obtention de contrats. La raison pour laquelle les Anglo-Saxons, mais aussi les Français, ont mené cette stratégie et ont tendu ce piège à Misrata. En effet, le général Haftar est l'homme des Américains. Il est présenté ainsi par différents experts, puisque le général Haftar a passé 20 ans d'asile politique aux États-Unis, plus spécialement à Washington. Il est évident que Haftar, en s'autoproclamant en 2013 chef des armées de l'armée nationale libyenne, qui au demeurant n'a subi aucune rétention, aucune restriction de la part des instances onusiennes, comme ça pourrait être le cas lorsqu'un général prend pouvoir de l'armée sans légitimité des autorités en place. Je tiens à rappeler que le général Haftar, il y a quelques mois, a bénéficié de la reconnaissance du Parlement de Tobrouk, mais pendant toute la période de 2013 jusqu'à la reconnaissance du gouvernement de Tobrouk,
le général Hafter n'avait aucun mandat des autorités officielles libyennes qui lui conféraient cette posture de général en chef. Et pourtant, Hafter n'a pas eu de restriction d'avoir, n'a pas eu d'interdiction de voyager. On voit bien à travers cela que Hafter dispose d'une immunité complète et totale, et ce grâce à son parrain, les États-Unis. La France, qui officiellement reconnaît le gouvernement national libyen, par son ministre de la Défense, travaille depuis début 2016 auprès du général Hafter, ce qui a pour effet notamment une vive tension entre le ministre de la Défense et le Quai d'Orsay. Et la faveur va donc au général Hafter, ce qui a eu notamment pour effet la mort de 3 agents de la DGSE concernant cette chute d'hélicoptère à Benghazi. La France aujourd'hui, à travers le ministre de la Défense, s'engage aux côtés d'Hafter, non pas pour l'intérêt du peuple libyen, mais pour l'intérêt de l'industrie militaro-industrielle française, Dassault notamment, Thales, puisque le ministère de la Défense aujourd'hui est plus préoccupé à l'obtention de futurs contrats pour ces 2 entreprises qu'au bien-être du peuple libyen. Nous ne nous faisons pas d'illusions quant aux objectifs humanitaires de notre ministre de la Défense. Le Quai d'Orsay, quant à lui, continuant implicitement de soutenir au travers du GNA les milices takfiristes pour qui Nicolas Sarkozy avait fortement aidé pour le renversement de la Jamaïque arabe libyenne. Il est bien évident que ce qui intéresse aujourd'hui les pays occidentaux, mais aussi les pays du Golfe, est de savoir qui aura la mainmise sur la plus grande réserve pétrolière d'Afrique, à savoir le pétrole libyen, où les estimations les plus basses font état de 50 milliards de barils de pétrole. La situation du peuple libyen n'importe peu à cette communauté internationale. Il y a toujours 3 millions de Libyens exilés entre la Tunisie et l'Égypte, mais aussi sur l'ensemble du Maghreb et au Moyen-Orient, pour qui le Haut Commissariat aux réfugiés refuse toujours, malgré l'insistance de différentes ONG, d'accorder le statut de réfugié. Nous avons ces 3 millions de Libyens qui sont à l'intérieur de la Libye, qui subissent de plein fouet une inflation record, une chute du dinar, qui a pour effet que les biens de consommation ont flambé. Je vous donne un petit exemple concernant une bouteille de gaz qui était subventionnée du temps de la Jamaïque, qui avait une valeur de 1 dinar. Aujourd'hui, vous trouvez sur le marché libyen cette même bouteille de gaz à 70 dinars. 50 kilos de farine qui avait une valeur d'1 dinar a une valeur aujourd'hui de 60 dinars. Donc le Libyen, qui n'arrive pas à pouvoir percevoir ses salaires, nous avons vu ces files d'attente devant les banques en Libye, à l'occasion avant le Ramadan, ces Libyens qui n'arrivent plus à se nourrir correctement. Il y a des coupures d'électricité intempestives qui durent plusieurs heures puisque les infrastructures ne sont pas entretenues. Il y a cet accès à l'eau potable qui est tributaire du système électrique qui devient compliqué dans certaines zones en Libye. Bref, cette population libyenne qui vivait les largesses du pétrole sous la Jamaïque arabe libyenne, commence à revenir dans la situation dans laquelle se trouvait le peuple libyen avant la révolution de 1960. Un rapport de l'ONU fait état que 260 000 Libyens ne sont pas scolarisés actuellement en Libye. 1400 écoles sont fermées. Ces écoles, pour l'essentiel, sont dans des zones tenues
par les milices takféristes qui ont reconnu le gouvernement national voulu par les instances onusiennes. Ces écoles servent de camp d'attente, de casernes militaires, de camp d'attente pour ces centaines de milliers de migrants économiques qui attendent de passer en Europe. Parmi eux, bien sûr, se trouveront des membres de Daesh qui se rendront en Europe pour perpétrer des attentats en direction des populations civiles. Bien évidemment, les membres de ces milices takféristes ne subissent aucune pression, aucune action de la part de cette communauté internationale. Ce peuple libyen est abandonné à lui-même et est victime de cette vampirisation des États occidentaux et du Moyen-Orient, des biens du pétrole. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous faire part de la résistance libyenne qui est effective. Et dans les prochaines semaines, je vous aviserai des événements à venir concernant la libération de la Jamaria arabe libyenne. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.